Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, je souhaiterais d'abord remercier tous les organisateurs et organisatrices de ce troisième congrès mondial du réseau Cielo Laboral, en particulier la professeure Melia Mendes et le professeur Encina de Ninagori, à la fois pour leur invitation et aussi pour l'énergie qu'ils ont déployée afin que ces journées d'échange puissent avoir lieu dans d'excellentes conditions. Donc, merci beaucoup à eux. Et je crois parler au nom de l'équipe de cette table ronde en disant que nous sommes tous ravis de participer à ce congrès aujourd'hui. Alors dans cette session, nous vous proposons d'aborder les migrations internationales du travail et d'explorer les rapports que les systèmes normatifs de protection sociale entretiennent avec elles. Nous nous sommes posé la question, ces systèmes la réglementation de protection sociale favorise-t-elle ces migrations, les influence-t-elle, ou encore la réglementation de protection sociale s'adapte-t-elle aux mobilités des travailleurs à l'échelle régionale ou internationale? Alors, bien sûr, ces questions ne sont pas nouvelles, mais il est certain que dans le contexte et la réalité des échanges, la question a évolué. On peut la poser à nouveau frais depuis assez récemment, mais au vu des évolutions depuis une trentaine d'années. Et donc, très certainement, l'intensité des échanges économiques au niveau mondial, mais aussi l'accroissement des mobilités des personnes pour des raisons liées à l'emploi, cet accroissement des échanges et des mobilités produisent des effets sur les ensembles normatifs de protection sociale. Et aujourd'hui, on souhaite proposer une réflexion et débattre, discuter à une échelle régionale, qui est l'échelle européenne. Alors, très rapidement, je présente les intervenants et ensuite le débat, la discussion sera lancée. Donc, la première présentation sera assurée par Madame Maria Cristina Begoli, qui est postdoctorante, chercheuse à FRS à l'Université catholique de Louvain. Et elle interrogera les effets et l'efficacité des règles de coordination des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne dans un nouveau contexte, qui est le contexte de la flexibilité du marché du travail. Elle discutera de cette question. Ensuite, Pénélope Hardy, doctorante à l'Université de Strasbourg, développera des réflexions à propos d'un cas spécifique qui est celui des artistes du secteur du spectacle. Et cette présentation mettra l'accent sur la situation de protection sociale de ces travailleurs que l'on peut qualifier d'hypermobiles au sein de l'Union européenne. Et enfin, les problématiques du détachement seront approfondies par Marco Rocca, chercheur CNRS. Nous verrons avec lui en quoi la réglementation du détachement en Europe a contribué à restructurer des filières entières de production. Et il prendra l'exemple particulièrement, il me semble, du secteur de la viande au niveau européen. Donc, ces trois interventions seront discutées par Quentin Detienne, qui est professeur à l'Université de Liège. Et donc, tous ensemble, nous avons pensé que pour faciliter les échanges, une organisation pouvait être adoptée. Donc, les interventions seront successives et elles seront brèves, d'une quinzaine de minutes chacun. Elles seront immédiatement suivies d'une discussion entre l'intervenant et M. Detienne. Et ensuite, dans un second temps, les échanges seront ouverts avec la salle. Donc, je n'en dis pas plus et je passe la parole à Maria Cristina. C'est à toi. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran avec vous, comme ça vous pourrez voir la présentation. Voilà. Donc, merci. Merci, comme Laure l'a dit tout à l'heure, aux organisateurs pour avoir organisé ces journées d'études qui ont été réalisées malgré la situation actuelle qu'on est en train de vivre. La présentation que je voudrais partager avec vous, ça va être divisée dans deux parties. Une première partie, c'est consacrée à la mobilité des travailleurs et la coordination des systèmes de sécurité sociale, donc voir un peu
quelles sont les règles, quelles sont les disciplines qu'on peut utiliser dans des situations des situations de mobilité. La seconde partie est dédiée à les enjeux du marché flexible du travail par rapport à la mobilité des travailleurs dans les contextes européens. Et je voudrais conclure la présentation en partageant avec vous des pistes de réflexion autour desquelles on pourrait identifier de nouvelles règles de sécurité sociale. On le sait bien que les droits des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de se déplacer librement dans les contextes de l'Union européenne. Donc, on sait bien qu'ils sont libres de séjourner dans n'importe quel État. C'est une des 4 libertés fondamentales qui sont consacrées par les traités de l'Union européenne. Donc, dans l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, on a ce qu'on peut dire l'assurance de cette liberté. On voit bien que la libre circulation des travailleurs est assurée. Ça va précisément définir que toute l'abolition qui implique l'abolition de toute discrimination qui sont fondées sur la nationalité entre les travailleurs des États membres, ainsi qui concerne l'emploi, par exemple, la rémunération ou toutes les autres conditions de travail. Plus précisément, cette libre circulation comporte le droit pour les travailleurs de répondre à des emplois qui sont effectivement offerts, de déplacer pour cet effet dans une façon libre sur le territoire et aussi de séjourner et d'y demeurer pour exercer un emploi ou pour des questions qui sont liées au travail. On peut bien imaginer que la libre circulation de personnes serait impossible sans envisager une protection de droits de sécurité sociale pour les Européens qu'on peut définir mobiles et aussi pour leur famille. Donc, pour répondre à cette nécessité, les législateurs européens, à la lumière de l'article 48, toujours du traité du fonctionnement de l'Union européenne, a introduit des règles de coordination pour faire face aux difficultés, aux obstacles de la mobilité de citoyens et de travailleurs. Donc, pour assurer que la mobilité pourrait être mise en place dans une façon parfaite ou presque parfaite. D'abord, on a le règlement numéro 883 de 2004 qui porte sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et qui a remplacé le règlement précédent, le 1408 de 1971, et à suivre les règlements 887 de 2009 qui en a fixé les modalités d'application. Pour ce qui concerne la coordination des systèmes de sécurité sociale, il faut d'abord souligner que le législateur européen n'a pas envisagé d'adopter un système harmonisé de sécurité sociale. Donc, on parle de coordination parce qu'on ne peut pas parler d'harmonisation, c'est-à-dire que le législateur a effectué le choix de respecter les caractéristiques qui sont propres des législations nationales. Et on peut dire la règle pivotale de la coordination des systèmes de sécurité sociale, on peut la trouver dans la totalisation des périodes, donc dans la possibilité que ce principe donne aux travailleurs de pouvoir de faire confiance sur toutes les périodes d'assurance, d'emploi, d'activité, d'activité salariée, de résidence qui ont été accomplies sous une législation d'un tout autre État
doit être un membre compétent afin de ne pas compromettre leur mobilité, donc afin d'avoir une carrière professionnelle qui peut être la plus longue possible, qui peut prendre en considération toutes les périodes d'activités qui ont été effectuées dans de différents contextes d'État, dans différents pays. On a donc vu qu'on ne peut pas parler d'harmonisation, il faut parler de la coordination de la sécurité sociale. Et par contre, cette coordination, il peut envisager de pièges législatifs dans lesquels le travailleur il peut rester attaché. Donc, il faut voir si les règles de coordination qu'on connaît aujourd'hui, ils sont capables de répondre aux nécessités des travailleurs mobiles. À mon avis, il faut attaquer la question sous deux points de vue. Donc, le premier, voir la flexibilité qui a signé les marchés de travail pendant les dernières années. Donc, il a introduit des différentes typologies de contrats. Par exemple, la durée des contrats déterminée qui a se situé d'une certaine façon les contrats à durée indéterminée. Et aussi la possibilité d'envisager une mobilité qui n'est pas plus la mobilité de longue durée de laquelle on a fait l'expérience dans le passé, mais c'est une mobilité de courte durée. Par exemple, si on fait une comparaison entre la mobilité du passé et la mobilité d'aujourd'hui, on voit sûrement qu'il y a plusieurs possibilités de se déplacer, plusieurs possibilités d'entrer dans les marchés de travail par un contrat de durée déterminée, par exemple. Et donc, il faut prendre en considération tous les statuts des travailleurs qui, peut-être, ils sont utilisés pour encadrer les travailleurs dans le grand système de la sécurité sociale et voir si ces nouveaux enjeux qui sont posés par les marchés flexibles doivent être pris en compte aussi par la coordination des systèmes de sécurité sociale qu'on connaît aujourd'hui. Et dernier enjeu, à mon avis, c'est la portabilité de prestations de sécurité sociale et voir si dans cet environnement très flexible de rapport de travail, très flexible de contrat de travail, ça peut être une possibilité importante pour les travailleurs mobiles. Par exemple, si on prend la pension de vieillesse, on sait que la coordination de systèmes, de règles, de protection sociale, il permet de prendre en considération les différences législatives qu'il y a entre une législation d'un pays et d'un autre pays de l'Union européenne. Et cette différence, quelquefois, ils peuvent arriver sur l'âge légal ou sur la période de cotisation qu'il faut prendre en considération pour avoir accès au droit à la pension. Donc, si on réfléchit toujours sur la possibilité de totaliser les périodes qui sont prises en considération, on voit que dans un marché très flexible de travail, on pourrait avoir un problème pour la mobilité des courtes durées. Donc, pourquoi? Parce que selon l'article 57 du règlement 883/2004, l'État dans lequel le travailleur il a accompli une période de travail qui est inférieure à un an,
il a le droit de ne pas prendre en considération sa période, et donc de ne pas ouvrir les droits de travailleurs aux droits de la sécurité sociale qui y sont rattachés. Donc l'article 57, à mon avis, il pose un enjeu très spécifique pour les travailleurs qui sont en train d'accomplir une mobilité qui on peut définir des courtes durées. Donc, si on imagine par exemple un jeune travailleur qui va débuter dans le marché du travail et qui bouge dans son pays à un autre pays de l'Union européenne pour commencer un emploi, on peut dire de 6 mois, 8 mois. Cet emploi, cette période, ça pourrait être une période qui ne pourrait pas être prise en considération et donc il pourrait affecter dans le long terme son droit à la pension. Et parce qu'on laissait... et pourquoi le droit à la pension? Parce qu'on sait que les systèmes de pension ils sont divisés dans différentes catégories. Il y a des systèmes qui fonctionnent par répartition, il y a des systèmes qui fonctionnent par capitalisation, et il y a des systèmes aussi, il y a des systèmes qui pour calculer la pension, ils partent des cotisations qui sont versées. Et ces systèmes, ils sont définis des systèmes notionnels des calculs. Dans ce système notionnel, l'exemple de jeune qui part pour un pays étranger pour débuter dans les marchés du travail avec un contrat à courte durée, donc 6 mois, 8 mois, dans les longs termes, on peut bien voir qu'il y aura un effet négatif sur son droit à la pension, donc sur les droits à la pension des travailleurs qui font une mobilité à courte durée. Encore sur les pensions, on a vu tout à l'heure que on peut avoir des différences entre les délais d'attente et l'âge de retraite. Donc, moi, je vous propose d'analyser l'exemple de Maxime. Maxime, c'est une travailleuse frontalière de 65 ans. Maxime, il travaille aux Pays-Bas et il vit en Belgique. Donc, il vit à Bruxelles depuis 10 ans. Et il a arrêté son travail. Donc, selon la législation qui est en cours aux Pays-Bas, Maxime, il est défini comme un chômeur. Donc, il aurait, dans son statut, il y aurait la possibilité d'obtenir l'assurance chômage. Cependant, l'assurance chômage, il aurait dû être l'accès à l'assurance chômage, il aurait dû être permis par la Belgique. Mais par contre, en Belgique, il n'y a pas la possibilité d'obtenir une assurance chômage si le travailleur, la personne, a un âge qui dépasse les 65 ans. Donc, on est dans une sorte de piège législatif si on utilise les normes qu'il y en a au niveau national et on va les coordonner avec la coordination des règles de sécurité sociale. Parce que d'un côté, Maxime n'a pas encore droit à accéder à son droit à la retraite. Par contre, il n'a pas l'accès à l'assurance chômage parce qu'il vit à Bruxelles. Et encore, la Belgique, pour essayer de faire face à cette piège législatif, il a pensé à un outil sur un chômage pour les travailleurs frontaliers. Mais par contre, il faut que les travailleurs aient habité dans le pays de l'État membre, dans la Belgique, au moins 15 ans. Et Maxime, on l'a dit tout à l'heure, sont 10 ans qu'il habite à Bruxelles. Quoi faire pour
essayer de protéger Maxime, et donc lui donner un droit de sécurité sociale. Les problèmes de ce piège législatif, c'est un problème qui a été constaté par le Parlement européen et par le Conseil. Donc, dans la proposition de modification de règlement 883-2004, il a été introduit, j'ai tout à l'heure une proposition pour éviter cette piège législatif dans une façon de permettre d'attribuer un droit au chômage aux travailleurs qui a au moins travaillé dans le dernier pays pour une période qui est encore en discussion, mais définir une période minimale de travail et donc donner aux travailleurs frontaliers le droit à l'accès à l'assurance chômage qui serait payé par l'État dans lequel il a travaillé tout à l'heure. Donc, il a travaillé comme dernier état de travail. Maria-Christina, je t'interromps. Le temps est bientôt écoulé. Si tu peux terminer en 4 petites minutes. Oui, parfait, merci beaucoup. Je voudrais seulement partager une dernière information avec vous pour ce qui concerne les chômages. Comme l'a vu tout à l'heure, c'est une question très importante pour la mobilité. En effet, aussi sur ce sujet-là, les parlements et les conseils s'interrogeaient pour éviter que la mobilité va devenir un nouveau obstacle pour la mobilité des travailleurs. Et donc, là, ils ont mis la possibilité, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est encore en discussion, les parcours législatifs, d'identifier un minimum, c'est-à-dire un mois, de travail et d'assurance. Donc, le dernier état dans lequel le travailleur a travaillé, au moins pour un mois, il ouvrirait les droits à ces travailleurs pour obtenir l'assurance chômage, pas par l'État dans lequel il habite, mais par l'État dans lequel il a travaillé. J'arrive tout de suite en conclusion, donc piste de réflexion que je voudrais partager avec vous. J'ai essayé de le mettre dans 3 questions principales. Donc, comment mieux répondre aux besoins de travailleurs mobiles? On l'a vu en essayant de effacer les pièces législatives, donc essayer de créer une meilleure coordination entre les normes au niveau national et les normes au niveau européen, donc les règlements. Deuxième question, si c'est possible d'envisager une harmonisation des règles. C'est une question un peu utopique que j'ai laissée. Je sais que c'est impossible de harmoniser, mais il m'a fait réfléchir aussi la situation épidémique dans laquelle on a vécu tout à l'heure. Donc, peut-être là, on pourrait découvrir une nouvelle fois une solidarité, un partage, au moins de minimum de protection sociale au niveau européen. Et dernière question, quel futur nous attend après la COVID-19 et quel est le futur de la mobilité des travailleurs? Là, c'est une question délicate parce qu'on a vu on a vu l'arrêt de la mobilité pour des questions épidémiques notamment, mais on a vu aussi les débuts de cette modalité à distance de travail qui peut-être, il peut être un moyen pour empêcher la mobilité ou pour la rendre bientôt différente. Je vous remercie et toutes mes excuses pour avoir débordé. Merci beaucoup. Je passe la parole à Quentin Dequesne pour discuter la présentation et prolonger la discussion. Oui, merci Laure et merci Maria-Christina pour cette présentation. J'ai pu préparer un petit peu mes questions, évidemment, hein, donc je ne vais pas faire semblant de réagir parfaitement à chaud. Mais donc j'aimerais peut-être revenir un petit peu plus longtemps puisque tu as dû passer un peu vite sur ces points, étant donné que le temps coulait de ton côté, sur
l'accord provisoire qui a été passé entre le Conseil et le Parlement en mars 2019, donc un accord provisoire pour une réforme du règlement de coordination de sécurité sociale, accord provisoire dont l'adoption définitive a été reportée à la prochaine législature européenne, donc c'est-à-dire à celle sur laquelle on se trouve maintenant. Donc dans cet accord provisoire, il y a effectivement plusieurs propositions qui permettraient de rencontrer certains défauts que tu as énoncés là dans ton intervention. Alors je me permets de rappeler rapidement ces propositions. Ça me permettra de compléter ce que tu as pu dire, enfin ce que tu n'as pas pu dire en raison du manque de temps. Et puis je te demanderai peut-être un petit peu de nous dire plus en détail ce que tu penses de ces propositions, si elles te semblent être satisfaisantes et si au contraire elles te semblent répéter ou pérenniser certains défauts que tu aurais observés dans la réglementation actuelle. Alors, un des points qui a surtout fait l'objet de beaucoup de discussions dans cet accord provisoire, c'est les discussions autour des allocations de chômage et du règlement de coordination en ce qui touche à l'assurance chômage. Et donc, il y a deux points, grosso modo, qui ont fait difficulté, en tout cas deux. C'est la question de la portabilité des allocations de chômage pour le cas où un chômeur perçoit des allocations de chômage dans un État, mais décide de se rendre dans un autre État membre pour essayer d'y trouver du travail. Jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, sous le régime actuel, cette portabilité des allocations de chômage est limitée à 3 mois, avec une possibilité d'extension jusqu'à 6 mois, mais qui, je pense, est très rarement mise en œuvre. Dans la proposition contenue dans l'accord provisoire de 2019, il est proposé d'aller jusqu'à 6 mois. Donc une portabilité des allocations de chômage jusqu'à 6 mois de manière plus automatique, de manière automatique cette fois-ci et pas sous réserve d'un accord de l'État membre concerné, ce qui est le cas sous le régime actuel. Donc ça, c'est une première proposition qui changerait assez bien la donne actuelle. Une deuxième, c'est, et tu l'as évoqué, c'est la question de la période d'activité requise dans un État membre pour pouvoir exiger de l'État membre en question la totalisation des périodes d'activité exercées dans d'autres États membres pour le calcul du droit aux allocations de chômage. Jusqu'à présent, il n'est pas, dans l'état actuel du droit, le règlement ne prévoit pas de période d'activité minimale. Il laisse cette notion de période d'activité, il laisse la définition de cette période d'activité à la compétence des États. Or, donc, dans l'accord provisoire, il y a une proposition de définir cette période d'activité minimale requise et donc, comme tu l'as dit, d'exiger 1 mois au moins d'activité sur un territoire pour pouvoir demander la totalisation des périodes sur ce territoire. Il y a encore une question des travailleurs frontaliers, mais tu en as parlé. Bon, moi, il y a 2 points qui me viennent en tête quand je lis ces propositions, et puis je te donnerai la parole, puisque je suis censé te relancer. D'abord, concernant donc, le premier point, la question de la portabilité, il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'en réalité, dans un grand nombre de cas, les chômeurs qui se rendent dans un autre État membre pour chercher de l'emploi ne déclarent pas, tout simplement, qu'ils se rendent dans l'autre État membre et donc continuent à percevoir les allocations de chômage sans rien dire à l'État membre qui les leur octroie et vont dans un État frontalier essayer de trouver de l'emploi là-bas. Donc, finalement, est-ce que l'enjeu n'est pas plutôt là dans le contrôle de ces règles pour les États membres, je veux dire, que dans la définition d'un droit à la portabilité plus grand ou plus long qu'actuellement? Voilà, c'est une simple réflexion qui est basée sur un constat de fait et je te demanderai ce que tu en penses. Alors, sur la deuxième question, celle de la totalisation, à nouveau, il semblerait, d'après des études qui ont été menées, qu'en réalité, un très grand nombre de chômeurs rencontrent facilement les conditions actuelles les plus exigeantes en termes de période d'activité. Les conditions actuelles les plus exigeantes, c'est par exemple celle prévue par la Belgique, 3 mois d'activité, donc pour pouvoir
demander la totalisation, et qu'en réalité, 7 chômeurs sur 10 au moins, 7 chômeurs mobiles sur 10 au moins, remplissent sans problème cette période d'activité. Donc, est-ce qu'on n'est pas là non plus en train de faire, d'un point tout à fait marginal finalement, en fait, une question exagérément importante en droit. Voilà, et ça a l'air d'être très important, puisque c'est là-dessus que bloquent les discussions. Mais donc, étant donné ces éléments de fait, on peut s'étonner que ça fasse tellement de discussions entre les États. Voilà, quelques réflexions à propos desquelles je ne prétends pas avoir de solution, mais qui me permettent de relancer la discussion avec toi, Maria Christina. Merci. Alors, pour ce qui concerne l'effet que des travailleurs ne déclarent pas de changer d'état, donc ils vont demander l'assurance chômage et après ils vont partir dans un deuxième, troisième état pour essayer de trouver un nouvel emploi. Là, il faut dire que c'est un choix qui on peut définir pas correct du point de vue des déplacements. On sait que dans la communauté européenne, on a les droits au moins de 6 mois pour habiter sur des territoires et ne pas déclarer aux autorités qu'on est là. Quand on dépasse les 6 mois, il faut le déclarer, il faut prendre conscience de définir sa propre situation dans un nouveau pays. C'est une situation, à mon avis, si les personnes font ça, donc si les personnes ne déclarent pas de partir à la recherche dans un autre pays, c'est parce qu'il n'y a pas le droit de portabilité. C'est parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas défini qu'on peut voyager avec notre droit à l'assurance chômage. Il faut dire aussi qu'il y a des pays dans lesquels, pour obtenir l'assurance chômage, il faut participer, par exemple, à des activités pour la recherche active du travail. Parce que si je pense, par exemple, à l'Italie, tu as le droit à obtenir l'assurance chômage, mais sous conditions. Donc, tu dois respecter un certain nombre de conditions qui doivent être contrôlées et sanctionnées des fois par l'État qui donne l'assurance chômage. Et là, ça peut être un peu plus complexe parce que si moi, je dois faire toute une liste, accomplir toute une liste des conditions pour avoir les droits et pas les perdre après les premiers mois, donc avoir le droit d'obtenir l'assurance chômage, je suis obligée de rester chez moi. Donc, je ne peux pas partir essayer de trouver un nouvel emploi dans un autre pays. Donc, ça dépend aussi de quel type de législation nationale est prévue pour l'assurance chômage. Si on va prévoir une portabilité, c'est plutôt, il y a plutôt la possibilité de partir et donc pouvoir essayer de trouver un nouvel emploi dans un autre pays. Mais je sais que ça pourrait poser une question de contrôle et des obligations de contrôle à l'autre pays. Parce que, par exemple, italienne, je pars avec ma valise et la portabilité de mon droit au chômage à la Belgique, par exemple, c'est la Belgique qui va contrôler qu'effectivement, moi, je suis en train de chercher un nouveau emploi et de communiquer à l'Italie que oui, je suis en train de le faire ou pas, je ne suis pas en train de le faire. Donc, ça pose des questions d'argent, parce que si moi, État dans lequel la personne vient chercher l'emploi, je dois contrôler qu'elle cherche l'emploi, je dois mettre en place tous des outils, des contrôles qui coûtent, donc ils sont des coûts que peut-être l'État ne veut pas soutenir. Et donc, selon moi, c'est plutôt une question de partage de responsabilités, partage d'argent et partage d'activités de surveillance, on peut dire, qui sont liées à la conditionnalité de l'assurance chômage. Et donc, oui, je suis d'accord en les dire que peut-être la portabilité, c'est pas la clé.
définir, pour améliorer la mobilité ou pour ne pas poser un obstacle à la mobilité. Mais d'autre côté, je crois que la rendre un peu plus facile, ça pourrait être avec la portabilité un bon choix. La deuxième question, pardon, Quentin, c'était sur... À propos de la condition d'activité dans l'État membre auprès duquel on demande à percevoir des allocations de chômage pour pouvoir bénéficier de la totalisation des périodes de chômage. Oui. Alors, moi, quand j'ai étudié un peu les systèmes pour cette présentation, mais aussi pour les études qui m'intéressent sur la sécurité sociale, j'ai vu que la totalisation qu'on utilise aujourd'hui pour, par exemple, qui est définie dans l'article 6 de règlement, c'est pas la même totalisation qu'on prend en considération quand on fait la totalisation des périodes d'assurance chômage. Il y a deux petites différences, donc qui sont liées notamment au l'État membre dans lequel on a travaillé, donc on a fait le dernier travail, etc. Et je trouve que essayer de consentir aux travailleurs de faire confiance sur les derniers pays dans lesquels il a travaillé plutôt que les pays dans lesquels il vit, c'est quelque chose qui pourrait, à mon avis, améliorer la mobilité. Et oui, parce que sinon, ça pourrait être quelque chose qui, comme on a vu dans l'exemple de Maxime, c'est un exemple un peu caricatural, mais ça pourrait être sans une période réduite, un mois, comme dans la proposition actuelle, on pourrait rencontrer plusieurs maximes dans les futurs et dans des situations concrètes. Merci. C'est pas... Effectivement, là, tu parlais de la question du travailleur frontalier, où effectivement, cette proposition de rendre l'État compétent, de désigner l'État compétent comme étant la dernière activité plutôt que l'État de résidence, me semble effectivement une proposition qui est contenue dans l'accord aussi provisoire de 2019. Ça me semble être comme toi, comme tu le penses, une proposition qui permettrait de résoudre pas mal de difficultés, notamment cette absence de droit à la protection sociale dans des circonstances comme celles que connaît notre fameux Maxime de ton exemple. Ouais. Donc, voilà, effectivement. C'est juste une question là qui est purement de fait, mais qui s'adresse peut-être plus largement à la salle ici. Est-ce qu'on sait où en sont les discussions autour de cet accord provisoire de 2019, puisque donc il est reporté à la législature actuelle? J'avoue ne pas avoir suivi l'actualité européenne sur cette question de près. Mais sait-on si les discussions ont repris et si oui, où elles en sont? Pour l'instant, il semble qu'ils sont restés fermes en 2019, au moins sur la question de la mobilité, donc de l'assurance chômage. Et si on regarde sur les sites internet de la Communauté européenne, c'est toujours en train de discussion et pour l'instant, il semble que tout est fermé au 2019. Si je peux, en tout cas, on peut rester assez informel. Moi, de ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a un avancement, mais dans le sens de l'accord politique. Mais je ne sais pas te dire si des choses ont bougé par rapport à ce que Maria Cristina a présenté. Surtout que moi, je suis un autre dossier, entre guillemets, le dossier de l'article 12 du détachement. Donc, mais je sais de ce que j'ai entendu que les travaux avancent et que ça semble un dossier qui pourrait être clôturé dans les mois qui viennent. Voilà. Après, qu'est-ce que ça va nous amener? Ça, c'est une autre question. Je sais ce que va arriver du côté détachement, donc la mobilité temporaire.
mais je ne veux pas anticiper des choses que je pourrais utiliser encore après. Mais notamment, ça va plutôt dans le sens de plus de contrôle et plus d'attention sur des situations de fraude, etc. Mais ça, c'était parce que c'est un dossier assez spécifique, celui du détachement. Et par ailleurs, si je peux, comme j'ai pris la parole, je voulais aussi poser une question pour Maria Cristina, si je peux. Et ma question, c'est, dans tes slides, tu parles tu mentionnes l'intérêt, non? L'intérêt des travailleurs mobiles. Et la chose que je trouve intéressante, c'est de tenter de conceptualiser ce que nous entendons pour l'intérêt du travailleur mobile. Quel est l'intérêt du travailleur mobile? Parce que, évidemment, l'intérêt final, c'est toujours avoir une protection. OK, la protection sociale. Mais quelle est la meilleure façon de l'obtenir? Ça, c'est un peu ma question, de ce que nous entendons pour la chose la plus protective pour les travailleurs mobiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, pour le travailleur mobile permanent, entre guillemets, c'est assez évident. OK, ils arrivent dans un autre pays, on va les affilier là-bas. Et la question se pose surtout pour la mobilité temporaire. Et c'est une question à laquelle je suis aussi confronté du côté détachement, mais ça vaut aussi pour les mobilités à court terme, entre guillemets, pour le travail. Qu'est-ce que c'est l'intérêt du travailleur dans cette situation-là? C'est l'affiliation toujours immédiatement dans le pays d'accueil, ou c'est le maintien du lien avec le pays de départ, d'une quelque façon? Est-ce qu'on sacrifie plutôt les principes de territorialité ou les principes d'unicité? Voilà, pour l'intérêt des travailleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je permets d'intervenir parce que le temps file. Je te propose, Maria Cristina, de retenir la question et d'y répondre après les interventions, parce que je pense qu'elle va recouper d'autres interventions aussi, donc c'est une question un peu plus générale. Si ça vous va, peut-être qu'on peut passer à l'intervention de Pénélope. On te donne la parole. Oui, merci. Bonjour à tous et tous ceux qui nous écoutent peut-être via le stream. Je vais également tenter de partager mon écran pour mettre la présentation. Il semble que ça devrait fonctionner, je crois. Donc, comme on l'a annoncé au début de cette présentation, ma présentation va parler particulièrement du secteur des artistes du spectacle dans ce contexte d'hypermobilité et d'application du règlement de coordination des régimes de sécurité sociale au niveau de l'Union européenne. Les artistes du secteur du spectacle, bien que effectuant une profession extrêmement liée à une dimension personnelle, artistique ou encore passionnelle, n'empêchent pas la qualification de travailleurs, ce qui permet l'application du règlement européen de coordination. Néanmoins, l'artiste du secteur du spectacle va être qualifié par ce que j'appelle une double polyactivité à la fois professionnelle et géographique, qui, elle, va soulever de nombreuses difficultés dans l'application même du règlement. Pour la présentation, je vais fixer la limite au statut d'un artiste du secteur du spectacle, forcément, qui serait ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et qui effectuerait une prestation au moins sur le territoire français. Donc, comme je l'ai déjà dit, et sans grande surprise, le travailleur artiste du spectacle est un travailleur. La première particularité peut-être de ce travailleur, c'est qu'une même performance va pouvoir être effectuée sous différents statuts. Salarié de droit privé ou de droit public, ou comme travailleur non salarié. Le travailleur qui va être... En droit français, il y a une particularité par rapport à tout ça, c'est ce qu'on appelle la présomption de salariat, selon laquelle un artiste du spectacle est présumé effectuer son travail comme travailleur salarié. La deuxième caractéristique du travailleur artiste, c'est, comme je l'ai dit dans mon introduction, sa double polyactivité. Le premier sens de la polyactivité, c'est la polyactivité professionnelle,
qui correspond à l'exercice de différentes activités. Je retiens 3 dimensions dans cette polyactivité-là. La première, c'est l'exercice des 3 statuts du travailleur. Donc le travailleur salarié de droit privé, de droit public, et enfin le travailleur non salarié. La seconde dimension, c'est l'exercice d'activité par le biais de plusieurs contrats. Et la troisième dimension, c'est l'exercice d'une activité en tant qu'artiste et également d'une activité qui ne serait pas du domaine artistique, ou en tout cas qui n'entrerait pas dans la définition d'artiste du spectacle indiqué sur le slide précédent, avec la définition de Stéphane Pessina da Sonfil, qui dit que l'artiste du secteur du spectacle est celui qui participe personnellement à un spectacle dont le caractère artistique est prépondérant et destiné à un public et qui interprète une œuvre de l'esprit contre une rémunération. En parlant d'autres activités, je pense premièrement et principalement à l'activité d'enseignement, mais pas uniquement et pas nécessairement. Je tiens à souligner concernant cette polyactivité professionnelle, c'est que les 3 dimensions ne sont pas exclusives ou distinctes les unes des autres. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'artiste va exercer cette activité sous plusieurs statuts, activités qui ne sont pas nécessairement des activités artistiques et par différents contrats. Rien qu'avec ça, on soulève déjà énormément on voit déjà toute la difficulté et l'incertitude de la situation de l'artiste. À cela s'ajoute la polyactivité géographique, qui, elle, correspond à l'idée de l'artiste qui va travailler sur le territoire de plusieurs États différents. Au sein de l'Union européenne, par rapport à ça, on retient la mobilité sous le terme de détachement et celle sous le terme de pluriactivité. Le détachement correspondant au travailleur qui va être envoyé par son employeur pour effectuer sa prestation sur le territoire d'un autre État. L'exemple classique et emblématique dans le secteur des artistes du détachement, c'est la tournée. Et pourtant, c'est aussi l'exemple qui peut soulever le plus de difficultés parce que, et j'y reviendrai un peu plus tard, les conditions de détachement ne sont pas nécessairement toutes réunies dans ce type d'hypothèse. Et alors, l'autre hypothèse, c'est l'hypothèse de la pluriactivité, où là, en fait, c'est l'artiste qui va exercer son activité sur le territoire de plusieurs États et qui ne serait pas un travailleur détaché. Je dirais que c'est un peu la catégorie fourre-tout de l'ensemble des statuts. En joignant les 2 polyactivités, à la fois la polyactivité professionnelle, donc c'est ce cumul de différents statuts, de différents contrats qui sont souvent de courte durée sur le territoire de plusieurs États différents en joignant la polyactivité géographique, on obtient un travailleur qui est hypermobile ou hautement mobile, pour reprendre les propos de l'avocat général dans les conclusions de l'affaire Dober-Serger, qui dit que le travailleur hautement mobile, c'est le travailleur qui va, ou plutôt, le travailleur est hautement mobile par le fait que son lieu de travail n'est en réalité pas géographiquement défini. Ce qui est précisément bien le cas ici de notre artiste, qui va de mois en mois ou de semaine en semaine travailler pour différents employeurs sous différents contrats dans différents États. Conduit cette double polyactivité et cette hypermobilité précisément aux difficultés d'application du règlement de coordination. Par rapport aux propos que je viens d'évoquer, 3 éléments en particulier vont rendre difficile l'application de ce règlement. C'est précisément la pluralité des statuts sous lesquels l'artiste peut exercer son activité, les contrats qui sont de courte durée et enfin cette hypermobilité. La difficulté d'application du règlement, elle se traduit ou plutôt dans 2 dimensions. La première, c'est la détermination du régime de sécurité sociale applicable et la seconde est la charge administrative de l'artiste mais aussi des employeurs. Je vais assez logiquement commencer par
les difficultés d'application et surtout de détermination du régime de sécurité sociale. Je retiens particulièrement 3 difficultés, mais je pense que d'autres pourraient également... les 3 que je retiens sont à mon sens les 3 difficultés principales dans ce cas précis. La première, c'est la qualification de travailleur détaché. Je reviens sur cet exemple que je disais emblématique du détachement dans le cas des artistes du secteur du spectacle, qui est la tournée, mais qui est également une mobilité qui pose quelques difficultés ou qui pose question en termes de détachement. 3 règles à cet égard méritent une attention et peuvent, ou en tout cas posent question. La première, c'est l'exigence le travailleur doit être affilié au régime d'origine 1 mois avant son détachement. En effet, le travailleur détaché, j'ai oublié de le préciser, toute l'importance de la qualification du type de mobilité, c'est la détermination du régime. Sur le travailleur détaché, si l'ensemble des conditions du détachement sont réunies, le travailleur devrait rester soumis au régime de sécurité sociale de son état d'origine, ce qui n'est pas le cas dans le cas de la pluriactivité, ou en tout cas pas toujours le cas, la détermination du régime étant beaucoup plus hypothétique et complexe. Donc, concernant le travailleur détaché, afin qu'il puisse rester affilié à son régime au régime de l'état d'origine, il faut qu'il y soit soumis 1 mois avant son détachement. Dans l'hypothèse d'un artiste qui est engagé par une compagnie pour participer à un spectacle qui a vocation à partir en tournée, les répétitions ne durent pas nécessairement 1 mois. Et si l'artiste n'était pas soumis au préalable par un autre emploi ou un autre contrat déjà au régime de cet état-là, cette condition ne serait pas remplie. Les 2 points suivants sont assez liés, répondent à une situation assez similaire dans le cadre de la tournée, mais qui vont avoir des conséquences différentes au niveau de l'application du règlement. La première règle, c'est le fait que lorsque un travailleur va être détaché pour plusieurs employeurs différents dans un même état, la question du détachement continue de s'appliquer. Pardon. En revanche, lorsqu'il est détaché de manière consécutive dans différents états, là, l'exigence d'un laps de temps entre chaque détachement devrait en principe être respectée. La commission administrative laisse toutefois la porte ouverte à une règle dérogatoire par rapport à cette condition-là. Donc voilà, c'est pour les 3 difficultés majeures concernant la qualification du détachement dans le cadre des artistes. Une hypothèse de réponse qui peut être apportée à ces difficultés-là serait d'établir une règle spécifique et dérogatoire pour les artistes du spectacle, comme ça a été fait pour d'autres professions, et je pense ici surtout au personnel navigant, aux pilotes et autres des compagnies aériennes. La seconde difficulté de détermination du régime de sécurité sociale, c'est l'exigence du certificat de détachement, le certificat A1, anciennement E101, qui est exigé pour chaque détachement. Ici, je retiens à nouveau 3 difficultés particulières. La première, c'est que pour chaque artiste du spectacle, ici la compagnie par exemple d'un danseur, devra délivrer un certificat pour chaque artiste et dans chaque état de l'étape de la tournée. Ce qui peut s'avérer être un extrêmement grand nombre de certificats. La seconde difficulté, c'est l'émission de certificats dans un cadre de remplacement de dernière minute. Et cette difficulté est assez proche de la dernière à nouveau, c'est le délai qu'il peut y avoir entre la demande et l'émission de ce certificat, qui parfois n'est pas du tout adéquat avec la rapidité et les peu de délais, en fait, les délais assez courts propres à l'organisation d'un spectacle. À nouveau, des pistes de solutions peuvent être évoquées dans ce cadre-ci. Il s'agit d'abord des solutions qui sont neuves. Elles ont déjà été évoquées depuis longtemps. C'est l'idée d'émettre un certificat valable pour une année entière
dans tous les États. Donc, dans notre hypothèse de tournée avec les artistes, l'employeur devrait toujours émettre un certificat par artiste, mais il ne devrait plus les mettre pour chaque État dans lequel la tournée se produit, ce qui réduit quand même le nombre de certificats et de démarches. Sur la question des démarches, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Une autre hypothèse qui a été émise, c'est d'étendre la fonction de la carte européenne d'assurance maladie et en quelque sorte d'y joindre l'idée du certificat de détachement sur la carte européenne d'assurance maladie. Cette solution paraît plus difficilement faisable et plausible dans l'état actuel. Je pense que la première solution d'un certificat qui pourrait être valable dans tous les États, ou au moins pour employeurs, enfin qui ne devrait pas être complètement général, mais qui serait restreint dans certaines manières, mais peut-être pas autant qu'un certificat par artiste et par État, elle me paraît plus plausible et répondre déjà de manière assez complète aux... Troisième difficulté concernant la détermination du régime, c'est précisément le fait qu'il y a beaucoup d'États et beaucoup de régimes qui sont concernés. Simplement par le fait que un travailleur qui va exercer son travail sous différents statuts va être soumis à différents régimes, même au sein d'un État, et à cela s'ajoute l'exercice d'activité sur le territoire de plusieurs États. On voit assez nettement se dessiner une multitude, ou plutôt même une multiplicité de régimes de sécurité sociale dans une multitude d'États différents. Deux points particuliers méritent à nouveau une attention concernant ces difficultés précises. La première, c'est que si les conditions du détachement ne sont pas réunies, nécessairement le travailleur sera considéré comme un travailleur pluriactif. Et là, la question de la détermination du régime concernant la pluriactivité est beaucoup plus compliquée que le détachement. Il n'y a pas une règle aussi simple que celle pour le détachement. La détermination du régime et de l'État compétent va varier énormément en fonction du cas précis. Et la seconde difficulté, c'est le cumul de plusieurs régimes différents pour les prestations de longue durée. Le système de la pluriactivité, de manière extrêmement résumée et synthétique, les règles de pluriactivité du règlement distinguent la manière dont on va déterminer le régime applicable selon que le travailleur exerce son activité de manière salariée, non salariée ou comme fonctionnaire. Il existe ce qu'on appelle le principe d'attraction de l'activité salariée, selon laquelle lorsque le travailleur exerce une activité à la fois salariée et non salariée, c'est les dispositions relatives à l'activité salariée qui vont s'appliquer. Il en va de même pour l'activité en tant que fonctionnaire. C'est le régime de l'État employeur qui sera compétent. Le deuxième volet, si vous vous souvenez mon plan un peu plus haut, concernant les... Ah oui, pardon. D'abord, concernant ces difficultés, très peu de solutions aujourd'hui existent. Les seules solutions qui sont mises en œuvre sont les principes existants de coordination, principalement ceux qui ont déjà été mentionnés dans l'intervention précédente, qui sont le principe de totalisation ou d'exportation des prestations, ou encore celui dont on qualifie d'assimilation des faits. Donc, oui, ces principes et les règles de détermination de la loi applicable vont permettre d'identifier au cas par cas le régime aux travailleurs artistes. Cependant, ce régime pourrait varier au fil du temps pour chaque artiste et pourrait varier au sein même d'une compagnie pour chacun des artistes. Je pense donc que applications différentes devraient être faites. Je n'ai pas encore de solution précise par rapport à ces difficultés-là. Les principes de coordination, certes, aident, mais pour moi, ne répondent pas à tout. Là, j'en viens à cette seconde catégorie de difficultés dans l'application du système. Ce sont, ou plutôt c'est, la charge administrative à la fois qui repose sur les artistes et sur les employeurs. Elles sont assez proches, mais étant donné qu'on fait face plutôt à ces distinctions classiques entre travailleurs et employeurs, je vais quand même distinguer ces deux
ces deux dimensions. Pénélope, j'interviens pour te dire qu'il te reste très peu de temps. Si tu peux conclure en 1 minute 2. Oui, je conclue en 1 minute, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, les difficultés, la première, c'est ce refus de reconnaissance du statut de travailleur non salarié dans un autre État qui intervient parfois et donc implique le statut de salarié imposé. La seconde, ce sont les nombreuses démarches auprès de différentes institutions. Et enfin, le manque de connaissance des régimes, des institutions et aussi des droits en matière de sécurité sociale qui peuvent varier d'un État à l'autre. Du côté des employeurs, on retrouve un peu le même type de difficultés. Les démarches auprès des institutions qui sont à la fois ce paiement, les nombreuses démarches auprès des institutions, notamment le paiement de cotisations dans différents États et à nouveau et toujours la demande et l'émission des certificats de détachement. Et enfin, le manque de connaissances à la fois des systèmes nationaux, mais aussi des règles européennes de coordination. Donc voilà, j'arrive au bout de cet état de lieu des difficultés principales dans le système des artistes dans ce secteur particulier. Celui-là pour toute... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pénélope. Je passe immédiatement la parole à Quentin pour un échange d'une petite dizaine de minutes, par exemple, pour qu'on ait le temps d'avancer ensuite. Merci. Merci Laure et merci Pénélope, évidemment, au nom de tout le monde, mais c'est moi qui ai la parole, donc c'est moi qui ai l'honneur de le dire. Merci pour cette présentation. Juste à nouveau, en tout cas une réflexion, une remarque qui est suscitée par ta conférence et par le texte que tu as eu la gentillesse de m'envoyer avant celle-ci, et puis peut-être une question qui est à nouveau plutôt une question de fait, mais tu me diras ce que tu peux en dire. Une première réflexion donc, plus générale, c'est ton texte et ton intervention m'ont bien intéressé dans la mesure où je fais un lien avec un phénomène qui, de toute évidence, touche les artistes, mais qui est plus large probablement, qui concerne les assurés sociaux au-delà du secteur artistique. C'est le phénomène du non-recours aux droits sociaux. Les deux difficultés que tu as pointées, plus pratiques, à la fin de ton intervention, la charge administrative, mais aussi le manque de connaissances des assurés sociaux quant à leurs droits, ou le manque de connaissances parfois même des employeurs quant aux droits des assurés sociaux ou à la manière de garantir les droits à leurs travailleurs. Ces deux éléments-là, charge administrative, manque d'information, c'est vraiment typiquement les deux facteurs qui expliquent ou qui sont mis en tout cas en lumière par les chercheurs qui s'intéressent au phénomène du non-recours aux droits sociaux, donc c'est-à-dire ce phénomène consistant en le fait que des personnes qui ont normalement droit, qui sont éligibles à une protection sociale, n'en bénéficient pas effectivement. Donc on dit souvent la raison, enfin, deux des trois raisons souvent avancées, c'est soit que l'administration d'une certaine façon est mal organisée ou fait mal son travail, soit que le travailleur, l'assuré social lui-même n'est pas bien au courant finalement des droits qui devraient normalement lui être reconnus. La troisième raison, c'est, mais je ne pense pas que ça concerne ici les artistes, c'est la volonté des assurés sociaux ou d'éviter un effet stigmatisant qui peut être attaché à l'octroi de certaines prestations sociales, typiquement celles qui sont accordées à la condition de démontrer un état de besoin, donc un état de pauvreté. Ici, ça ne concerne pas les artistes. Et donc, ça me paraît assez intéressant peut-être de replacer cette question spécifique que tu as traitée du cas des artistes dans ce contexte plus général du problème du non-recours aux droits sociaux, problème qui, en tout cas pour la Belgique, est très, très mal connu et qui échappe souvent au radar des juristes. Et je rends ici hommage à un collègue de l'Université libre de Bruxelles qui est un juriste et qui a mis ce problème-là sur la table récemment dans notre communauté scientifique à nous, si je puis dire, mais en montrant que pour la Belgique, par exemple, on estime que pour ce qui concerne une prestation sociale délivrée, donc sous la condition précisément de démontrer un état de besoin, c'est quasiment 60% des personnes éligibles à cette prestation qui n'en bénéficient pas. Donc ça, c'est une première remarque. Ici, bon, tu as bien montré qu'il y a une dimension européenne qui vient renforcer le problème, probablement pour les artistes, étant donné leur hypermobilité. Alors une question, là, véritablement une question, puisque je suis peut-être déjà long.
tu as expliqué que la qualification de travailleur détaché pose problème pour les artistes, notamment parce que entre deux détachements, donc dans deux États membres différents, ils devraient respecter à chaque fois un laps de temps qui est de 2 mois, si mon souvenir est bon, et que dans une tournée, par exemple, c'est pas possible de respecter évidemment 2 mois entre chaque représentation dans deux États membres différents. Et donc, tu as dit, il n'y a pas une solution serait d'adopter une règle spécifique au secteur des arts artistiques pour prévoir un laps de temps plus court. Ma question, qui est peut-être naïve, mais c'est pourquoi est-ce qu'il n'existe pas, pourquoi n'existe-t-il pas déjà une règle spécifique pour le secteur artistique? Et a priori, on se dit que ça doit être un secteur dans lequel le risque de dumping social est quand même n'est pas la préoccupation première. Le secteur artistique, il me semble que c'est quand même pas là que les employeurs essayent d'attirer les travailleurs les moins rémunérés. Surtout, on imagine que dans le secteur artistique en particulier, l'identité du travailleur a quand même une importance particulière. Donc, pourquoi n'a-t-on pas déjà pu se mettre d'accord pour adopter une règle spécifique au secteur artistique? Est-ce que ça vient d'un désintérêt pour la question ou d'un manque de représentation du secteur artistique dans les instances qui pourraient décider d'aller dans ce sens? Je ne sais pas, mais voilà, une question peut-être naïve, une question un peu de fait, mais sur laquelle ça m'aurait, à propos de laquelle j'aurais été intéressé d'entendre ton avis. Merci. Donc, je vais prendre dans l'ordre. Tu as commencé par ce lien avec la problématique du non-recours au droit. Et effectivement, c'est assez proche de la fin de ma présentation. Et je pense que concernant précisément les artistes, les principales raisons sont effectivement c'est les deux premiers points que tu as évoqués. Je crois effectivement que la troisième raison concerne peu les artistes, mais j'ai pas d'études spécifiques sur la question, donc c'est un avis purement personnel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les artistes sont souvent mal informés ou peu informés des différents régimes. Comme je l'ai dit, étant donné qu'ils se retrouvent face à beaucoup de régimes, potentiellement beaucoup de régimes différents dans leur carrière, c'est extrêmement difficile, même pour quelqu'un qui connaît très bien les régimes de sécurité sociale, d'être au courant de l'ensemble des droits et de la manière de demander ces droits, des différentes procédures, des étapes et tout ça, propres à chaque État. À la fin de ma présentation, j'ai pas eu exactement le temps, ou en tout cas j'ai laissé tomber cette partie finale. Une hypothèse de solution face à cette multitude de régimes, c'est pour moi la mise en place d'un guichet unique. Ça a déjà été évoqué par certaines institutions, ou en tout cas organisations représentatives ou par certains auteurs, qui pour moi alors là permettrait d'avoir peut-être une meilleure connaissance ou en tout cas au moins une facilité d'accès. Concernant la question de l'organisation de l'administration ou de la question de savoir si l'administration elle-même fait bien son travail, je sais qu'il y a quelques années, la propre aux artistes était parfois mal ou méconnue de certaines institutions, mais je pense que c'est en voie de changement. En tout cas, au sein au niveau de la Belgique et de l'ONSS, il y a des personnes qui sont assez bien au courant des difficultés auxquelles font face les artistes et qui travaillent là-bas. Mais je ne peux pas dire avec certitude que ce soit le cas de l'ensemble des systèmes européens. Pour cette deuxième question et le problème de la mobilité des artistes et éventuellement une règle dérogatoire ou autre, je ne saurais pas dire exactement pourquoi une disposition spécifique n'existe pas, parce que la mobilité des artistes, c'est un sujet qui est sur la table européenne depuis longtemps. Il y a déjà des rapports qui datent du début des années 2000 qui parlent de cette mobilité qui est intrinsèque à la profession. Après, je pense d'avoir, par rapport à ce que j'ai entendu dans certaines conférences ou lu dans certains rapports ou sur le site de diverses institutions, c'est que souvent ou parfois, les procédures administratives de détachement ou autres ne sont pas toujours respectées. Et donc, en fait, je pense qu'ils passent un peu sous le radar des administrations et des problèmes. Il y a un peu de ça aussi.
ça reste une réponse personnelle à une question plus de fait d'inquiétude. Voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas suivi de chronomètre, mais Laure, tu me diras, mais j'ai l'impression que nos 10 minutes sont épuisées depuis un moment déjà. En effet, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas beaucoup plus de temps pour discuter ensemble, d'autant plus qu'on voit qu'on passe de vos présentations s'attachent à la réglementation, mais en fait, on déborde vite sur les questions de pratique des institutions, de gouvernance, de rôle respectif des différents acteurs, et c'est vraiment passionnant. Mais il manque de temps, donc je passe tout de suite la parole à Marco Rocca. Merci. Alors, je vais tenter de, moi aussi, partager mon écran. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. Super. OK, donc merci Laure, merci à toutes et à tous pour être ici aujourd'hui. Et c'est un vrai plaisir de partager ces réflexions dans le même panel. Et ici et là, j'avais envie d'ajouter des choses à ma présentation au fur et à mesure que je suivais les vôtres. Donc, mon sujet pour aujourd'hui, comme annoncé par Laure, c'est le détachement des travailleurs et son impact sur les filières de production en Europe. Pour traiter les sujets, je vais diviser mon intervention en 3 parties, dont les 2 premières parties visent essentiellement à donner un petit aperçu de la situation à la fois de fait et juridique de ce phénomène. Et ensuite, la 3e partie va réfléchir sur les défis et tensions qui sont présentes aujourd'hui dans les pratiques concernant le détachement. Donc, très rapidement, qu'est-ce que c'est le détachement des travailleurs? En soi, le détachement, c'est une forme de migration temporaire de travail. Et en effet, l'OCDE nous dit que c'est la forme de migration temporaire principale dans l'Union européenne. Concrètement, il s'agit des travailleurs qui travaillent pour un employeur dans un État membre, l'État membre de départ, et qui sont envoyés dans un autre État membre pour effectuer une prestation de service, l'État membre d'accueil, de façon donc temporaire. Il revient à l'état d'accueil après la fin de la prestation de service. Combien y a-t-il de travailleurs détachés? C'est déjà en tant que tel une question assez compliquée. Donc, il y a des données basées sur les certificats, les documents A1 qu'on a déjà entendu dans d'autres présentations, ce qui me libère de la nécessité de l'expliquer. Donc, ces données, on sait très bien qu'ils ne sont pas nécessairement complets, mais ce qui est intéressant, c'est par contre la dynamique du phénomène qui est en croissance continue depuis une dizaine d'années, avec le passage de plus ou moins 1 million de travailleurs détachés sur une année à peu près de 1,8 million, presque 2 millions de travailleurs. Donc, le phénomène a doublé en moins de 10 ans. Ce qui, voilà, nous donne l'image d'un phénomène qui est tout à fait en croissance. Quelques éléments clés du détachement, des éléments factuels. Donc, la durée moyenne d'un détachement, donc de la présence dans l'état d'accueil, c'est des 91 jours. Mais cette moyenne cache des différences extrêmement importantes de secteur en secteur. Par exemple, des données françaises concernant le secteur du spectacle vivant nous disent que la présence en France d'un travailleur détaché dans ce secteur est en moyenne entre 1 et 2 jours. Donc, c'est très, très court et Pénélope nous a parlé de la situation donc, de la tournée. Voilà un exemple. Par contre, dans des chantiers importants dans les secteurs de la construction, la présence d'un travailleur détaché peut facilement dépasser les 6 mois. Donc, voilà la moyenne de 91 jours. Si l'on regarde du point de vue global de la main-d'œuvre en Europe, le détachement est un phénomène qui semble minuscule. Et déjà, on se pose la question, mais pourquoi alors on en parle autant? La raison, c'est que c'est un phénomène très concentré. Donc, à la fois très concentré de façon géographique, certains États
accueille la majorité des travailleurs détachés, mais aussi, et de façon encore plus importante, concentrée de façon industrielle. Donc, notamment, le secteur de la construction accueille essentiellement les 50% des travailleurs détachés chaque année. Donc, dans ce phénomène, il y a un débat très fort, un clivage très fort entre les pays qui envoient les travailleurs et les pays qui les reçoivent. Et souvent, ceci est un peu représenté comme Est contre Ouest, Union européenne des 13 contre l'Union européenne des 15. Si l'on regarde, en réalité, la plupart des travailleurs est détachée à partir des États de l'Europe des 15. Mais une très, très grande majorité est envoyée aussi vers les États de l'Europe des 15. Donc, cette représentation est à la fois vraie et fausse si on regarde les faits, mais je vais y revenir dans les conclusions parce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à cette représentation. Donc, voilà le phénomène. Maintenant, qu'en est-il de sa réglementation juridique ? Deux aspects, évidemment, les conditions de travail et la sécurité sociale. Je commence par les conditions de travail. Donc, conditions de travail, il y a deux éléments à prendre en considération. Le règlement Rome 1, comme évidemment, il s'agit d'une situation dans l'exécution d'un contrat dans une situation transnationale. Donc, le règlement Rome 1 nous dit que si un travail est habituellement exécuté dans un État membre, la loi applicable au contrat ne va pas changer si ce travail est exécuté de façon temporaire dans un autre État, ce qui nous amène donc à l'application des règles du pays d'origine. Mais immédiatement ensuite, l'article 9 du règlement Rome 1 nous dit que l'État d'accueil doit quand même appliquer toutes les dispositions impératives à cette relation de travail. Donc, la directive détachement, directive 96/71, précise quelles sont les dispositions impératives à appliquer. Et, suite à l'interprétation de la Cour de justice, nous dit aussi ce que sont les conditions que les États d'accueil peuvent appliquer. Donc, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qui est permis par la directive, de ce qui est permis et obligé par la directive. Donc, c'est à la fois un plancher et un plafond des conditions applicables. Donc, il y a une liste de conditions qui inclut la plupart des conditions de travail. Il inclut donc la rémunération, et les temps de travail maximal et les congés payés minimales, par exemple. Ces conditions, pour être applicables aux travailleurs détachés, doivent être établies dans l'État d'accueil par une série de sources qui sont indiquées dans la directive, et notamment soit par la législation, soit par des conventions collectives d'application générale ou généralement appliquées. Et vous voyez déjà ici une tension sur laquelle je vais revenir ensuite, pour tous ces États qui ne connaissent pas dans leur système de relations professionnelles de conventions collectives d'application générale ou généralement appliquées. Mais pour autant que ces conditions existent, ces sources existent, les conditions de travail sont aujourd'hui, pour les travailleurs détachés, très similaires à celles qui sont applicables aux travailleurs locaux. Et ceci notamment suite à la réforme de la directive détachement qui a été adoptée en 2018 et qui est aujourd'hui applicable et qui a notamment remplacé le concept de taux de salaire minimal qui était auparavant le salaire applicable aux travailleurs détachés avec le concept plus large, plus englobant notamment de rémunération. Avant cette réforme, on pouvait avoir effectivement des différences. Là où on appliquait aux travailleurs détachés exclusivement le minimum salarial sans, par exemple, prendre en compte toute une série d'indemnités qui étaient potentiellement applicables. Exemple, dans le secteur de la construction, est-ce que les indemnités pour les intempéries sont applicables? Est-ce que les indemnités pour les titres repas, etc., sont applicables aux travailleurs détachés? Aujourd'hui, on le sait grâce à la réforme. Donc, comme je vous disais, si le système est compatible avec la directive, le système du pays d'accueil, les conditions de travail sont essentiellement identiques. Pour ce qui est de la sécurité sociale, par contre, les différences énormes restent parce que, on l'a déjà entendu, les règlements de coordination prévoient des règles spécifiques pour le détachement qui sont essentiellement une exception à la règle de base, la loi du pays où la prestation est exécutée qui s'applique. Ici, les travailleurs détachés vont rester affiliés au système du pays des départs pour une durée maximale de 24 mois.
24 mois. Donc, on a vu que la durée moyenne du détachement est beaucoup plus courte que cette limite. Donc, essentiellement, un travailleur détaché va rester affilié dans le pays de départ, ce qui peut entraîner des différences dans les cotisations sociales très, très importantes. Et cet élément, aujourd'hui, représente la différence principale de coût entre un travailleur détaché et un travailleur local, ce qui donne lieu à des situations intéressantes et inattendues parfois pour ce qui concerne ce débat Est-Ouest, quand je vais vous montrer dans un instant. Et on y arrive effectivement à ma dernière partie, les tensions et les défis qui restent aujourd'hui après la réforme. Donc, la question que je voulais aborder dans cette présentation est, est-ce que le détachement est structuré par des filières de production qui existent en Europe, ou le détachement, c'est la réglementation juridique qui structure les filières? Ceci, c'est toujours une question avec la loi. Est-ce que la loi modifie la réalité ou c'est plutôt le contraire? Évidemment, c'est les deux au même temps. C'est comme dans un rêve, vous rêvez mais vous créez les rêves au même temps. Et donc, c'est la même chose pour la relation entre le droit et la réalité économique. Donc, évidemment, les différences de coûts que je viens de mettre en évidence ont un impact sur les pratiques des entreprises. Cet impact, parfois, a un effet un peu bizarre qui permet aux entreprises d'éviter des délocalisations en utilisant le détachement. Donc, essentiellement, on va importer des conditions de travail du pays de départ dans le pays d'accueil. Ce qui, voilà, donne lieu à des situations qu'on appelle de dumping social ou concurrence déloyale, etc. La réalité du phénomène nous dit que ce type de débat devrait être dépassé si l'on regarde aux pratiques réelles. Concrètement, ce sont souvent des entreprises de l'Europe des 15, à travers de la sous-traitance, qui bénéficient du détachement. Un exemple récent, dans l'arrêt d'Obersberger, récemment décidé par la Cour de justice, on a une entreprise autrichienne qui donne un contrat pour une prestation de service à une autre entreprise autrichienne qui le sous-traite à une entreprise hongroise qui va effectuer le travail avec des travailleurs détachés. Si l'on regarde, l'entreprise hongroise est 100% contrôlée par l'entreprise autrichienne, qui a donc essentiellement créé une filiale et a détaché les travailleurs vers son pays d'établissement. Donc voilà, le conflit centre-périphérie, Est-Ouest, est souvent illusoire. La question du détachement, c'est une question de répartition des profits entre les travailleurs et les employeurs, ou si on veut, entre le capital et le travail. Exemple, comme il a été promis par Laure, exemple de structuration des filières à cause du détachement, c'est bien sûr la situation allemande avant l'entrée en vigueur du salaire minimum fédéral. Dans ce pays et dans le secteur de la viande et des abattoirs spécifiquement, il n'y avait pas de salaire minimal applicable dans ce secteur. Il n'y avait pas de convention collective, il n'y avait pas de salaire minimum légal. Ainsi, si vous avez suivi ce que je vous ai expliqué de la réglementation juridique, les conditions salariales applicables aux travailleurs détachés étaient celles du pays de départ, ni plus ni moins. Donc ici, parfaite importation de la délocalisation. Ce qui a conduit à aussi des plaintes déposées par certains pays, comme la Belgique, à la Commission européenne contre l'Allemagne pour concurrence déloyale dans ce secteur. Et effectivement, on a pu voir des délocalisations vers l'Allemagne, par exemple, d'abattoirs établis au Danemark. On ne s'imaginerait pas exactement l'Allemagne comme terre de délocalisation, mais c'était bien le cas grâce au détachement. Donc voilà la réglementation qui structure la filière. Et ensuite, une intervention nationale pour modifier cette situation, l'introduction du salaire fédéral minimum, et ensuite une convention collective conclue dans le secteur, et qui a fait ainsi qu'aujourd'hui, le détachement est très, très peu utilisé dans le secteur parce que ce n'est plus intéressant du point de vue économique. Donc voilà un exemple, par contre, où la réalité est modifiée par une modification de la réglementation. Ce qui nous dit aussi toujours que intervenir sur la réglementation n'est pas si inutile de ce que parfois on veut nous faire croire. Donc, je mentionnais que la différence dans les cotisations sociales reste aujourd'hui donc la différence principale dans le coût des travailleurs détachés par rapport aux travailleurs locaux et que ça pouvait donner lieu à des situations à nouveau qu'on n'imaginerait pas. Exemple, le dumping social du Luxembourg, pays bien connu pour son faible coût de la main-d'œuvre,
par rapport à la France. Et ça parce qu'au Luxembourg, la sécurité sociale est plutôt fiscalisée que fondée sur des cotisations sociales, dès lors qu'en France, les cotisations ont une partie importante, jouent une partie importante. Donc voilà, détacher un travailleur du Luxembourg en France, ça peut entraîner une réduction du coût de la main-d'œuvre. Donc, à nouveau, la question des filières n'est pas simplement une question Est-Ouest, mais c'est vraiment une question d'optimisation par les entreprises à travers les instruments qui existent dans le droit. Je termine. Je sais qu'il me manque 30 secondes. Je vais prendre peut-être 2 minutes. Donc, le détachement est un phénomène limité, on l'a vu, au sens global, mais regarder seulement à la situation globale a la tendance à nous faire oublier qu'en réalité, son impact concentré est important et à faire oublier ce que sont les voix des perdants de la mondialisation qu'aujourd'hui, essentiellement, par exemple, les travailleurs du secteur de la construction en Belgique ou en Autriche, où les 20% de la main-d'œuvre dans ce secteur est représentée par des travailleurs détachés. Bien entendu, le détachement peut avoir un effet globalement positif économiquement, mais si on oublie ces travailleurs-là, on répète des erreurs qui nous ont menés à des situations critiques en Europe aujourd'hui pour la survie même du projet européen. Deuxième point, c'est que les systèmes qui sont fondés sur la négociation d'entreprise et sur la pression de l'action collective sont mal adaptés à la directive et restent aujourd'hui exposés à la concurrence déloyale à travers le détachement. Et ceci n'a pas été changé par la réforme. Donc aujourd'hui, ces systèmes-là sont encore tout à fait exposés à ces risques. Troisième point, aujourd'hui, les différences entre les cotisations sociales restent la différence principale et la source principale donc d'avantages compétitifs de l'usage du détachement. Donc, est-ce que ça, c'est la prochaine étape de la marche vers l'égalité de traitement? Et là, donc, j'ai rejoint la discussion concernant la mobilité temporaire. Est-ce qu'on peut imaginer une situation d'égalité de traitement concernant les cotisations, par exemple, pour les mobilités temporaires, tout en restant affilié dans le pays de départ? Voilà, ça, c'était mon dernier point. Je vous remercie pour l'attention. Étant aussi donné l'heure qui commence à être un peu tardive. Merci. Merci beaucoup Marco pour cette présentation. Je passe immédiatement la parole à Quentin qui aura certainement une foule de questions aussi. Bref, on va dire 10 minutes, le temps qu'on ait 5-6 minutes pour discuter encore tous ensemble et pour que Maria-Christina puisse répondre à la question qui lui a été posée aussi. Quentin. Oui, merci Laure, je vais m'efforcer d'être court. Donc merci Marco aussi à nouveau au nom de tout le monde pour cette présentation. Un sujet, une présentation parfaitement d'actualité, hein, puisque tu sais peut-être Marco aussi que hier en Allemagne, une opération de police particulièrement importante a été menée, qui a rassemblé, je crois, 800 policiers dans 5 länders différents. Précisément pour aller contrôler le respect de la réglementation sociale dans le secteur de la viande, donc auprès des abattoirs allemands. Donc c'est vraiment un sujet chaud en Allemagne si l'on est. Et justement, cet élément d'actualité me permet de faire la transition vers ma question, qui est en plusieurs points, mais qui porte fondamentalement sur la question à nouveau de l'effectivité de ces règles qui encadrent le détachement des travailleurs. Il y a, selon ce que j'en sais, puisque ce n'est pas là un sujet qui relève de ma spécialité, beaucoup d'observateurs ou de commentateurs de la directive avant qu'elle soit réformée et même après qu'elle soit réformée sont d'accord pour dire qu'un des enjeux principaux liés au détachement du travailleur, c'est le respect, la manière de s'assurer du respect des règles qui encadrent ce détachement, donc l'effectivité de ces règles. Alors, ma question, d'abord, une première question toute simple, c'est est-ce que la nouvelle directive donc, de 2018 qui a réformé donc, le régime du détachement au niveau européen, est-ce que la nouvelle directive a apporté des nouveautés à cet égard? Est-ce qu'elle met en place des instruments ou des procédures qui permettent d'assurer une meilleure effectivité des règles? C'est ma question. Et notamment, une sous-question, un des instruments en droit social pour faire respecter les règles, le droit social, c'est évidemment l'action collective et typiquement la grève, l'exercice du droit de grève.
je sais que la nouvelle directive de 2018 a introduit un article premier, paragraphe premier bis, qui dit qu'en aucun cas le droit du détachement ne pourra porter préjudice à l'exercice de droits sociaux fondamentaux et notamment le droit de grève. Est-ce que tu crois que, alors on sait évidemment qu'on fait référence probablement à toutes ces jurisprudences bien connues de la Cour de justice qui a fait beaucoup polémique, Viking, Laval, Ruffert, etc. Est-ce que tu crois que l'insertion de cet article premier bis peut changer la donne dans le domaine? Alors, dernière question, toujours en lien avec la question de l'effectivité des règles, mais ici, ce n'est plus la propre détachement. Une nouvelle autorité européenne du travail a été mise en place tout récemment, en 2018, je crois, ou 2019. Mais. Alors, on sait qu'elle n'est pas encore pleinement opérationnelle, mais est-ce que tu sais si la mise en place de cette nouvelle institution a déjà eu des effets bénéfiques sur le contrôle des règles en matière de détachement, voire les règles en matière de libre circulation, voire aussi en matière de coordination des régimes de sécurité sociale, puisque l'autorité en question n'est pas compétente uniquement pour le détachement. Voilà mes questions. J'espère avoir été suffisamment bref. Ok, merci Quentin. Oui, ce sont tout à fait des excellentes questions et des choses que j'aurais voulu toucher. Je n'avais pas eu le temps, évidemment. Donc, c'est parfait. Ça me permet de répondre. Je vais tenter d'être très court pour laisser aussi de la place aux autres. Donc, premier point, effectivité. Oui et non. Est-ce que la nouvelle directive a fait quelque chose à cet aspect? Non, pas directement. Mais il y a une plus forte obligation pour les États membres de rendre transparent l'accès aux conditions applicables. Donc maintenant, les États membres doivent indiquer dans les sites nationaux uniques les conditions applicables aux détachés sous peine de voir ces sanctions annulé comme étant non disproportionné parce que l'article dit que ça doit être tenu en compte. Donc, du point de vue, disons, des violations involontaires des règles, je pense qu'on a fait un gros pas en avant, on a mis une grosse pression aux États membres, ce qui est tout à fait correct. Donc là, oui. Par contre, sur les violations volontaires et les pratiques, disons, de business qui visent l'écartement de la règle, il n'y a pas de nouveaux instruments dans la réforme de la directive elle-même. Donc, voilà. Mais il y a quelque chose, dans la réforme du règlement des coordinations, parce qu'on va introduire, de ce que j'ai entendu, un mécanisme de notification préalable obligatoire aux autorités du pays d'accueil. Et donc, à nouveau, un mécanisme donc simplifié de pure notification, pas d'autorisation, bien entendu. Mais évidemment, là, ça devient simple. Vous n'avez pas fait de notification. Vous êtes en violation. Ça rend le constat beaucoup plus rapide et l'immersion plus facile. Donc voilà, point 1. Point 2, question de la grève et effet de la dite clause Monti incluse dans la directive. Du point de vue strictement juridique, ma réponse est non, ça ne change rien parce que c'est une question d'interprétation du droit primaire par la Cour de justice. Donc voilà. Mais comme nous le savons, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc du point de vue du message démocratique, si on veut, à la Cour de justice, envoyé par le législateur, c'est quand même un message. Donc imaginons la même situation. Donc situation Laval, il y a une grève et on veut négocier avec l'entreprise qui a détaché les travailleurs. Est-ce que ça changerait aujourd'hui? Il y a la clause Monti et il y a dans la directive d'application l'obligation d'avoir un représentant dans l'état d'accueil aussi pour ce qui concerne les relations avec les partenaires sociaux dans le pays d'accueil. Est-ce que la Cour de justice pourrait utiliser ces deux aspects pour dire qu'en réalité, il y a un revirement? Voilà, la possibilité est là. Est-ce qu'elle va le faire? C'est une question purement politique de la Cour de justice. Donc, ça dépend. Voilà. Je pense que ça sort vraiment du domaine de l'analyse juridique quand on est à un haut niveau vraiment d'interprétation de droit primaire pur, quelque part. Troisième point, l'autorité européenne du travail, non, elle n'a pas encore eu un impact. Est-ce qu'elle va l'avoir? C'est tout la question de cette agence. De ce que j'ai compris, ces premiers efforts vont plutôt dans la direction de la collecte d'informations, le support et le soutien aux États membres pour mettre à disposition, donc à nouveau une question d'accès à l'information concernant les droits et les obligations, et aussi une mission de fact-finding, une mission de définition de la mobilité. Qu'est-ce qui se passe vraiment?
les inspections concertées restent l'instrument plus intéressant introduit. Est-ce qu'elles vont être efficaces? À nouveau, une bonne question, parce que ça demande évidemment l'accord du pays de départ, ce qui n'est pas toujours évident. Mais il y a là aussi des modifications, et je reviens toujours au non juridique, j'en suis désolé, mais il y a des évolutions intéressantes, notamment le champion du camp des pays détachants a été la Pologne pendant assez longtemps. Et la Pologne a un poids politique, économique assez important en Europe aujourd'hui. Mais la Pologne est en train de monter vite au niveau économique et d'avoir donc une situation de concurrence déloyale d'autres pays, donc la Bulgarie, la Roumanie, qui ont désormais des salaires minimaux beaucoup plus faibles de la Pologne. Et donc, c'est là que ça va devenir intéressant, parce que s'il y a un changement de camp à un certain moment dans un pays, c'est important, l'équilibre va complètement changer. Et c'est ça ce que je pense va, et à nouveau, voilà, est-ce que la réalité économique modifie le droit ou c'est le contraire? Et là, ça sera alors la situation où la situation économique va effectivement avoir un impact sur la législation, et c'est là qu'on va changer effectivement les choses. Voilà, j'espère d'avoir répondu et je tentais d'être très vite. Oui, merci beaucoup. Je te redonne la parole, Laure, pour partie. Oui, merci beaucoup pour toutes ces interventions. Et la dernière remarque de Marco fait penser que la réglementation du détachement au sein de l'Union européenne a un poids politique et une portée politique, et ça dépasse certainement la question de l'emploi, et qui affecte sans doute les relations entre les différents États. Alors, je vois que sur le chat, il y a les personnes qui suivent réagissent, mais je les invite à poser des questions. Il nous reste quelques petites minutes. S'ils le souhaitent, et comme il y a un léger décalage, d'ailleurs ils m'entendront après, un léger décalage entre la diffusion et puis le stream, voilà, je pourrais retransmettre les questions, mais il faudrait qu'elles arrivent très très vite. Et en attendant, peut-être que Maria-Cristina, tu peux réagir à la question qui t'avait été posée tout à l'heure et qui va être partagée aussi par Pénélope. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, Marco m'avait demandé sur la mobilité courte durée, donc temporaire. Et alors, là, à mon avis, il y a deux questions différentes, tu l'as bien souligné. Il y a des détachements qui suivent toute une série de règles particulières qui sont liées à la typologie de prestations. Et là, je me pose la question, pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec la courte durée en général, tout ce jour de la mobilité? Et je pense que l'effet que les règlements ne considèrent pas les courtes durées dans le sens qu'on a vu de la totalisation, donc de prendre en considération les petites parties de travail effectuées dans les autres pays, je crois que ça devient donc un contexte historique dans lequel la mobilité était plutôt portée pour se déplacer, comme tu disais tout à l'heure, et rester là, et donc être attaché à une nouvelle sécurité sociale et toutes les choses qui sont en conséquence. Par contre, aujourd'hui, on fait l'expérience d'une mobilité à courte durée, mais aussi de personnes qui ne sont pas détachées, donc qui ne sont pas des employés détachés dans un pays d'accueil, etc., qui reviennent. Sont plutôt des personnes, des travailleurs de toutes les catégories, je peux dire, surtout dans les catégories des autres niveaux qui partent pour travailler dans un pays, après 2-3 ans dans un autre pays et encore un troisième, un quatrième pays. Pour ces travailleurs, peut-être je vois que une chose intéressante qui pourrait être bien pour les courtes durées, c'est d'être mieux informé, comme disait aussi Pénélope tout à l'heure, pour savoir quelles sont les règles, quels sont les droits, quelles sont les activités à mettre en place pour essayer d'avoir un peu sous les yeux
leur sécurité sociale, leur situation de sécurité sociale. Donc, je crois que l'intérêt de travailleurs qui font l'expertise d'une mobilité à courte durée, c'est plutôt de connaître les droits, mais pas seulement de laisser leurs droits au l'État qu'ils ont abandonné entre guillemets, donc de lequel ils ont parti. À mon avis, une meilleure connexion entre les bureaux administratifs et une meilleure connaissance des règles de coordination et des limites de la coordination, ça pourrait être très intéressant pour les travailleurs avec une mobilité fréquente et de courte durée. Voilà. Vite à intervenir aussi sur cette question. Je rejoins assez bien ce que Maria Cristina a dit tout au début de son intervention sur l'idée du pourquoi pas intégrer pleinement la question de la mobilité de courte durée dans le règlement. Et je pense que ça répondrait au conflit que j'identifie par rapport aux propos de Marco quand il parle de la difficulté principale qui reste dans le détachement, qui est, de son point de vue, cette différence de cotisation qu'il y a entre les travailleurs sur place et les autres et les travailleurs détachés. Tandis que dans le cas de la courte durée, je reprends l'exemple de mes artistes, cette question de n'intervient pas, et d'autant plus si on se met en plus à devoir payer une cotisation dans un état différent quand on se retrouve dans un détachement de courte durée, je pense qu'on rajoute une difficulté supplémentaire à la longue liste de difficultés que j'ai déjà évoquées et qui pour moi, c'est une difficulté qui n'intervient pas du tout. Et donc là, soulève vraiment cette question de savoir si la question du détachement continue d'être pertinente pour cette mobilité de très courte durée. Et donc voilà, je voulais juste souligner ça que je pense que effectivement c'est. Et donc pour répondre aussi à la question qui était premièrement posée, je crois que en tout cas à mon sens, dans les questions de très courte durée, il faudrait privilégier plutôt l'unicité de la législation plutôt que la territorialité des régimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. On arrive au terme de la session, mais si vous souhaitez encore réagir chacun très brièvement à l'ensemble de ce qui s'est dit ou d'évoquer d'autres propositions finales, je ne sais pas, Quentin, Marco, Maria Cristina. Je ne sais pas s'il y avait aussi des questions. Tu avais évoqué des questions. Alors, oui, alors finalement, dans le chat, je ne vois pas de questions apparaître. Okay. Donc, finalement, nous avons encore 1 ou 2 minutes. Non, je pense qu'on nous rappelle à l'ordre pour clôturer. En guise de conclusion. Non, mais vas-y, alors tu peux... Non, je vous en prie, je vous laisse vraiment la parole. Ok, donc moi, je veux dire, je vais prendre 1 minute, ok. Donc, ce qui est à mon avis intéressant aujourd'hui, c'est vraiment la réflexion sur la mobilité temporaire qui nous a un peu tous intéressés de façon différente. Et temporaire, ça peut être temporaire dans le sens à courte durée pour des travaux précaires. Ça peut être temporaire parce que c'est organisé par l'employeur, ou ça peut être temporaire parce que c'est intrinsèquement le type de travail qui est organisé comme ça, comme pour les artistes. Et le défi, à mon avis, ça sera de trouver une réglementation qui puisse s'appliquer à tous ces gens différents de mobilité temporaire et avec leurs spécificités, parce que je pense qu'il y a peu d'intérêt à niveau européen en ce moment pour des régimes sectoriaux et des exceptions. Donc, on est à la recherche d'une solution commune et ça, c'est à mon avis le défi qui est mis en lumière par les 3 interventions aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Quentin ? Je n'aurais pas mieux dit que Marco. Effectivement, il y a un point commun ici de détachement très temporaire, mais soit dans le cadre du détachement proprement dit, soit dans le cadre des règlements de coordination, effectivement. Un point commun qui recouvre des réalités très différentes. La difficulté étant donc de trouver une règle commune qui puisse prendre en compte, comme l'a dit Marco, la spécificité, la diversité de cette situation. Donc non, je crois effectivement que Marco a parfaitement pointé
enseignement général qui peut, en tout cas la question générale qui ressort de cette discussion. Donc, je leur remercie pour cette conclusion. Merci beaucoup. Pénélope et Maria-Christina, enfin. Pénélope, si tu souhaites réagir sur l'ensemble de la session. Je suis pas sûre de pouvoir formuler mieux que ça ne l'a déjà été fait. Et comme je le soulignais dans ma précédente intervention en réponse à la réponse de Maria-Christina, effectivement, les questions sont extrêmement liées, mais comme on l'a dit, les difficultés sont assez différentes et parfois même contradictoires. Et donc oui, comme Quentin vient de le dire, l'idée, et Marco juste avant, de trouver une solution qui peut répondre à toutes ces difficultés ensemble. Je me demande, moi, si une seule solution qui répondra à toutes ces difficultés est possible, ou s'il ne faudrait pas faire une scission et répondre à deux questions de manière distincte. Voilà. Bon, d'abord, moi, d'abord, moi, je voudrais vous remercier pour la participation à la table ronde et pour dire quelques mots en conclusion. On pourrait faire confiance peut-être sur les travaux qui ont lancé l'Organisation internationale du travail, donc les défis pour une protection sociale de la personne de travailleur, donc pas seulement rattaché à son statut, mais en général comme travailleur, et peut-être là, si un jour, déjà au niveau national, on serait capable d'arriver à une protection telle que telle. Donc, on a fait l'expertise en Italie pendant la COVID-19, la possibilité de couvrir avec une assurance chômage, mais prendre-le entre guillemets parce que c'était pas sur un chômage, mais c'était quelque chose pour aider et soutenir du point de vue économique tous les travailleurs qui n'étaient pas dans la condition de travailler pendant leur fermeture de toute l'activité. Donc, cet exemple, ça pourrait être les points de départ pour une protection comme l'imagine l'OIT générale aux travailleurs qui ne passent pas par leur statut et donc qui n'est pas rattaché à leur statut, et peut-être un jour au niveau national encore la possibilité d'avoir une sécurité sociale au moins pour au niveau de base et donc pour tous les travailleurs mobiles, et après essayer d'améliorer la coordination et les autres règles pour des travailleurs qui ont un statut un peu plus solide de travail. Merci, je vous remercie tous infiniment pour ces débats très, très riches et très sympathiques. Donc, je suis vraiment ravie et j'en profite pour remercier encore une fois les organisatrices et organisateurs du Congrès mondial. Merci beaucoup d'avoir mis tout en œuvre pour que ces échanges à distance fonctionnent le mieux possible. On s'est parfaitement entendu à tout point de vue. Et j'espère qu'on pourra prolonger bientôt la discussion. Et je vois que la table ronde suivante est en train de s'installer. C'est bien normal. Donc, eh bien, à bientôt. À bientôt et merci encore. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.